Chers élèves de la classe 46, bonjour et bienvenue dans ce troisième cours sur l'Europe et la révolution industrielle. Nous avons déjà étudié les bouleversements économiques qui ont traversé l'Europe au XIXe siècle. La révolution industrielle naît au Royaume-Uni puis se diffuse en Europe continentale. Elle entraîne le développement de nouvelles industries métallurgiques, minières, textiles, fondées sur le charbon. Et vers la fin du siècle, c'est une industrie automobile et chimique qui va se développer grâce à la découverte et à l'exploitation de l'électricité et du pétrole. La révolution industrielle, c'est aussi l'apparition de nouveaux modes de transport. Le chemin de fer sillonne bientôt toute l'Europe et facilite énormément le transport des marchandises et des hommes. Et enfin, l'industrialisation va stimuler le système bancaire puisque pour créer et développer ces nouvelles industries, il faut beaucoup d'argent. Mais la révolution industrielle va aussi profondément modifier les sociétés européennes. En effet, les villes vont se développer, les populations seront de plus en plus mobiles et de nouvelles classes sociales vont faire leur apparition. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui dans le grand 2 du cours, les bouleversements sociaux en Europe au XIXe siècle. Je vous propose tout d'abord un bref rappel du plan général du cours avec ses 3 parties sur les bouleversements économiques, sociaux et culturels. Et voici le contenu traité aujourd'hui. Grand 2, les bouleversements sociaux en Europe au XIXe siècle. Nous verrons dans le grand A les causes et les conséquences de la croissance de la population. Puis en grand B, nous verrons comment l'industrialisation réorganise les sociétés avec l'émergence de nouvelles classes sociales. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour noter le plan ou l'imprimer puisqu'il est sur École Directe dans le cahier de texte côté contenu de séance de ce jour. À la fin du cours, vous aurez une trace écrite et un lexique à compléter qui seront également disponibles sur École Directe. Commençons par le grand A, sur les causes et les conséquences de la croissance démographique en Europe. En effet, au XIXe siècle, la population européenne passe de 185 à 422 millions d'habitants. Elle double entre 1800 et 1900. C'est énorme et cette forte croissance démographique s'explique par la baisse de la mortalité. Cette baisse de la mortalité a 2 causes. D'abord, la population mange mieux. La révolution industrielle envoie des machines et des engrais dans les campagnes. Du coup, les paysans produisent plus de nourriture. Vous le voyez sur cette illustration d'un calendrier de l'époque, tout pousse avec les sulfates d'ammoniac. Bon, c'est pas très appétissant, mais ça a l'air efficace. Les famines vont enfin disparaître en Europe continentale à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle. La mortalité baisse également grâce au progrès de la médecine et surtout de l'hygiène. Cette amélioration se fera dans la deuxième moitié du XIXe siècle et on peut rendre hommage au savant français Louis Pasteur qui prouve dans les années 1870 l'existence des microbes et l'importance d'une bonne hygiène pour éviter les maladies. Petit à petit, la population évolue dans un environnement plus propre, l'eau potable est plus saine, le savon se démocratise et les salles de bain vont progressivement équiper les logements bourgeois. Résultat, regardez ce schéma. Quand la mortalité baisse, c'est la courbe bleue, et que les naissances restent stables, c'est la courbe rouge, vous obtenez un accroissement naturel de la population. Ici, il est important, et voilà ce qui se passe au XIXe siècle. Cet accroissement naturel de la population européenne, dû à la baisse de la mortalité, joue un rôle important dans l'émigration de nombreux Européens. Vous avez étudié l'exemple de l'émigration irlandaise vers les États-Unis d'Amérique. Entre 1845 et 1870, 3 millions d'Irlandais, c'est-à-dire plus d'un tiers de la population de l'île, vont partir pour trouver du travail, échapper à une terrible famine et avoir une vie meilleure. Et c'est la même chose pour les Italiens, un peu plus tard dans le siècle. 4,5 millions d'entre eux viendront s'installer aux États-Unis entre 1880 et 1920 pour trouver du travail. Qui part? Eh bien, ce sont d'abord les Irlandais, puis les Allemands, les Italiens et les Slaves, comme vous le voyez sur ce graphique linéaire. Au total, et selon les estimations, entre 55 et 67 millions d'Européens quittent l'Europe au XIXe siècle. Où vont-ils? Eh bien, dans les nouveaux mondes, aux États-Unis en très grande majorité, mais aussi au Brésil, en Argentine, au Canada ou en Australie, qui sont des colonies britanniques à l'époque.
Vous voyez sur cette carte que les États-Unis arrivent très largement en tête des destinations d'immigration et que les États-Unis et le Canada, à eux seuls, reçoivent plus d'émigrés européens que tous les autres pays du monde réunis. Alors pourquoi émigrer? Les causes sont toujours les mêmes. On a terminé un chapitre de géographie sur l'immigration. Ici, c'est un peu la même chose. Trouver une vie meilleure. Que les immigrés fuient la famine en Irlande, la pauvreté en Italie, les persécutions pour les Juifs de Russie, c'est toujours la recherche d'une vie plus sûre, plus riche, qui fait monter des millions d'individus, avec ou sans leur famille, sur les bateaux transatlantiques à vapeur qui rejoignent l'Amérique en moins de 10 jours. Alors ces migrants, est-ce qu'ils sont bien accueillis dans leur pays d'arrivée? Au départ, oui. Les États-Unis, pays d'accueil par excellence, ont besoin de main-d'œuvre. Mais après quelques décennies, à partir de la fin du XIXe siècle, des réactions de rejet apparaissent sur l'ère du « trop c'est trop », les immigrés sont malhonnêtes, voleurs, assassins même. Vous le voyez sur ces caricatures xénophobes, c'est-à-dire hostiles par principe aux étrangers. Les migrants européens qui arrivent sur la côte est des États-Unis sont représentés sur la caricature de droite sous la forme de rats à visage humain. Ils transmettent des maladies politiques comme le socialisme ou l'anarchisme et la corruption avec la mafia venue d'Italie. Même critique sur la caricature de gauche, l'allégorie des États-Unis, cette femme drapée dans le drapeau américain, tient en laisse 2 chiens baptisés la loi et l'ordre. Ils empêchent l'entrée des immigrés anarchistes, communistes et mafieux. Mais malgré tout, les États-Unis vont continuer à être une terre d'accueil pour les Européens tout au long du XIXe siècle. À la même époque, de nombreux paysans vont quitter leurs campagnes et partir s'installer définitivement dans les villes. C'est ce qu'on appelle l'exode rural. Ces diagrammes circulaires vous montrent que la population des campagnes, en foncé, diminue en Europe de l'Ouest au profit de la population des villes qui, elle, augmente fortement. C'est ce qu'on appelle la croissance urbaine. À la fin du siècle, seule la France, parmi les grands pays industrialisés, a encore une population majoritairement rurale, même si elle a diminué. Quelle est la cause de cet exode rural? Eh bien, c'est l'industrialisation qui s'ajoute à l'accroissement naturel de la population. Dès lors que les machines arrivent dans les fermes, il faut moins d'hommes pour faire un travail identique. Et quand en plus la population augmente, le travail se fait encore plus rare. Vous l'aurez compris, si vous avez vu l'émission télévisée de M6 sur le XIXe siècle, que je vous avais demandé de regarder pendant les vacances. La vie des paysans propriétaires de leurs terres tend à s'améliorer au XIXe siècle. Mais pour les autres, ceux qui ne sont pas propriétaires terriens, la vie est très difficile. Ils partent, pauvres et sans qualification, chercher du travail ailleurs, et cet ailleurs, c'est la ville. Avec l'installation des usines, c'est là qu'il y a du travail. C'est en ville que se trouvent les besoins de main-d'œuvre. Face à cet afflux d'habitants venus des campagnes, les villes vont se transformer. Les nouveaux venus doivent se loger, mais il n'y a pas assez de logements, ou alors les loyers sont trop chers pour une population pauvre. Des bidonvilles apparaissent à la périphérie des grandes villes comme Londres, Berlin ou encore Paris. Vous le voyez sur cette photographie prise à Belleville, au nord-est de la capitale, vers 1870. Alors, à Paris, Napoléon III, le neveu de Napoléon Ier, dirige la France de 1851 à 1870. Et c'est lui qui décide de moderniser la ville. Il fait appel au baron Haussmann, avec 2 S et 2 N, ne faites pas la faute, pour transformer la capitale. Les travaux sont considérables et durent pendant des années. Des quartiers entiers, souvent insalubres, sont détruits pour percer de nouvelles avenues, construire de nouveaux immeubles, créer de nouveaux parcs pour que les Parisiens profitent d'un peu de verdure. La construction des gares pour accueillir les nouveaux trains s'engage à partir des années 1830. Le chemin de fer est un moyen de transport sûr et rapide qui a de plus en plus de succès tout au long du siècle, malgré quelques accidents, comme celui très spectaculaire qui se produisit gare d'Orsay en 1895. La locomotive à vapeur n'a pas pu s'arrêter, elle a traversé la façade de la gare parisienne pour terminer sa course dans la rue.
Enfin, le réseau parisien d'eau potable est assaini. Paris avait connu une grande épidémie de choléra dans les années 1830 et un gigantesque labyrinthe de 600 km d'égouts est creusé sous la ville, là encore pour la rendre plus propre. Haussmann fait éclairer la capitale, qui était très sombre. Paris devient la ville-lumière moderne que nous connaissons aujourd'hui. Je vous renvoie vers 3 vidéos à regarder pour découvrir le Paris d'Haussmann et voir combien cette ville a évolué. Vous avez les liens dans le commentaire du cours et sur École Directe. Voilà pour ce grand A consacré à la croissance démographique et au mouvement des populations dans l'Europe industrialisée. Mais le 19e siècle, c'est aussi un siècle qui a bouleversé l'organisation de la société. Nous allons voir comment l'industrialisation provoque l'apparition de nouvelles classes sociales avec la naissance de la grande bourgeoisie d'affaires, la naissance également à l'opposé du prolétariat de la classe ouvrière et entre les deux, l'émergence d'une classe moyenne. Au cours de l'âge industriel, la société européenne reste inégalitaire, comme sous l'Ancien Régime. Mais au XIXe siècle, il n'y a plus les 3 ordres du passé, noblesse, clergé et tiers-état. De nouvelles classes sociales font leur apparition. Une classe sociale, c'est un groupe d'individus qui partagent les mêmes modes de vie et les mêmes activités. La bourgeoisie d'affaires occupe le sommet d'une pyramide sociale fondée sur l'argent et non pas la naissance, comme auparavant. Elle tire sa fortune de l'industrie, du grand commerce, de la banque et de la finance. Ce sont les grands patrons d'usines, comme les Schneider, qui ont développé le Creusot. Nous l'avons vu dans la première partie de ce cours. Ce sont de riches banquiers ou de riches marchands. La grande bourgeoisie d'affaires est proche du pouvoir et participe activement à la vie politique. Souvenez-vous, les Schneider ont été plusieurs fois élus maires du Creusot et même députés. Ils influencent ainsi le vote de lois qui leur sont favorables. Le mode de vie de la bourgeoisie d'affaires est luxueux. Les grands bourgeois ont des domestiques, souvent venus de la campagne avec l'exode rural. Ils organisent de belles réceptions, sortent à l'opéra ou au théâtre. Ils fréquentent les salons de thé, aiment se promener sur les grands boulevards et dans les nouveaux parcs parisiens, par exemple. Cette grande bourgeoisie a largement accès à l'éducation, qui reste payante jusqu'en 1881. Les fils peuvent donc succéder à leur père à la tête des affaires, car les femmes de la grande bourgeoisie ne travaillent pas. Ces grands bourgeois vivent dans de confortables demeures ou des appartements d'autant plus luxueux qu'ils ont de la fortune. Ils aiment aussi se faire construire des maisons à la campagne. À l'opposé de la bourgeoisie d'affaires se situe la classe ouvrière, aussi appelée le prolétariat. La classe ouvrière constitue la base de la pyramide sociale. Ce sont les plus pauvres et les plus nombreux. L'ouvrier, le prolétaire, n'a que sa force physique pour vivre car il ne possède rien. Les hommes, les femmes et les enfants travaillent dans des usines, sur des machines qui ne leur appartiennent pas. Les outils de production, c'est-à-dire tout ce qui sert à produire des biens, appartiennent aux grands bourgeois dont nous venons de parler. Avec le développement de l'industrie et la multiplication des mines et des usines, le nombre d'ouvriers augmente tout au long du XIXe siècle jusqu'à représenter 30% de la population active en France en 1914. La population active regroupe tous ceux qui travaillent ou cherchent du travail. On peut donc dire que 3 travailleurs sur 10 sont des ouvriers. Au XIXe siècle, les conditions de vie et de travail des ouvriers sont extrêmement difficiles. Vous l'avez vu en étudiant les documents des pages 102 et 103. Les journées de travail sont exténuantes, 12 à 14 heures par jour. Il n'y a ni journée de repos au XIXe siècle, ni vacances évidemment. Les tâches effectuées sont très pénibles, voire dangereuses, et les règlements dans les usines sont extrêmement sévères. Les salaires sont faibles et la menace du licenciement est constante. Aucun système de protection sociale n'existe en cas de maladie, d'accident ou de vieillesse. Les ouvriers vivent dans la misère, beaucoup d'entre eux sont logés dans des taudis, ils arrivent à peine à couvrir les besoins de première nécessité, vous l'avez vu en étudiant leur budget. Les achats de nourriture et de vêtements absorbent les 3/4 de leurs ressources. Et c'est pourquoi, pour survivre, les femmes et les enfants sont contraints de travailler dans des conditions terribles. Pour améliorer leur sort, les ouvriers se battent, ils manifestent, se mettent en grève. Ils en ont le droit depuis 1864. Pourtant, les grèves sont souvent durement réprimées. Un des exemples tristement célèbres se déroule à Fourmies, dans le nord de la France.
Des ouvriers des industries textiles de la région, hommes, femmes et enfants, manifestent le 1er mai 1891 pour obtenir une journée de travail limitée à 8 heures. Plusieurs grèves avaient déjà éclaté en avril. L'armée est alors chargée de rétablir l'ordre une bonne fois pour toutes. Une trentaine de soldats fait face à 150-200 manifestants et ils ouvrent le feu. Le bilan est terrible, 9 morts, des gens très jeunes puisque 8 des victimes ont entre 11 et 20 ans. Et cet événement fait également des dizaines de blessés. Dans leur lutte, les ouvriers sont soutenus par les syndicats autorisés par la loi Waldeck-Rousseau en 1884. Un syndicat est une association qui a pour but de défendre les ouvriers et de faire aboutir leurs revendications. Petit à petit, lentement, à partir des années 1850, des lois sociales sont votées pour améliorer les conditions de travail et de vie du prolétariat. Les enfants de moins de 8 ans sont les premiers à être protégés. Leur travail est interdit en 1841. Mais il faudra attendre encore 30 ans pour que le travail des enfants de moins de 13 ans soit interdit, en 1874. Il faut attendre également 1900 pour que la journée de travail soit limitée à 10 heures, et en 1907, la journée de repos hebdomadaire, le dimanche, est obligatoire. Une autre source d'amélioration de la vie ouvrière trouve son origine dans le paternalisme. Le paternalisme est un système dans lequel les patrons accordaient des avantages sociaux à leurs ouvriers. Face aux logements insalubres, à l'absence de structures, d'encadrement, d'aide et de soins, certains patrons ont créé des logements ouvriers, comme les corons, ces logements pour les mineurs, vous en avez vu dans le documentaire sur les gueules noires. Ils créent des logements, mais aussi des écoles pour les petits, des cafés, des magasins d'alimentation, des centres de soins. Comme au Creusot, les Schneider organisent leurs usines et autour, une structure de logement et d'accueil qui leur garantira d'ailleurs plusieurs décennies de paix sociale. Le tout est proche de l'usine, ou de la mine, ce qui facilite les déplacements des travailleurs. Alors certes, les conditions de vie des ouvriers s'améliorent, mais d'un autre côté, les patrons pouvaient ainsi contrôler leurs ouvriers et s'assurer de leur fidélité, car pour ne pas risquer d'être licenciés et de tout perdre, le travail, le logement, la vie sociale, l'ouvrier et sa famille ne manifestent pas et ne cherchent pas à partir ailleurs. Le paternalisme est donc à double tranchant, il est à la fois porteur d'amélioration, mais aussi de contrôle et de soumission de l'ouvrier. Entre les grands bourgeois et la classe ouvrière se développe petit à petit une classe intermédiaire, une classe moyenne. Elle est composée d'employés de bureau dans les usines également, de vendeurs et de vendeuses dans les tout nouveaux grands magasins. Par exemple, le Bon Marché à Paris, qui est un concept tout à fait révolutionnaire à l'époque, est fondé par les Boucicaut dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Cette classe moyenne comprend aussi des petits commerçants et des artisans, des fonctionnaires et même à son sommet des petits patrons ou des membres de professions libérales, avocats, pharmaciens, notaires ou médecins. Ces derniers sont des bourgeois, mais ils n'appartiennent pas à la grande bourgeoisie qui est bien plus riche. La classe moyenne est éduquée, elle est également citadine. Elle vit à Paris et dans les villes de province. Elle a un niveau de vie correct, voire aisé pour certains. Elle aime se distraire, fréquenter les cafés populaires et danser dans les bals publics qui sont très nombreux à l'époque. La classe moyenne souhaite à tout prix s'élever dans une hiérarchie sociale fondée sur la richesse. Vous voyez ici un rappel des différentes classes sociales au XIXe. Elles peuvent cohabiter dans un même immeuble, mais elles ne se mélangent pas. La classe moyenne veut à tout prix se distinguer du prolétariat et de la classe ouvrière en général. Ça reste sa préoccupation première, ainsi que s'élever sur l'échelle sociale. Voilà, ce tour d'horizon des bouleversements sociaux dans l'Europe industrialisée du XIXe siècle est terminé. Je vous montre ici votre trace écrite du grand 2 sur les bouleversements sociaux, avec tout d'abord les mouvements de la population et la croissance démographique, et puis en grand B, les nouvelles classes sociales. Je vous donne également un lexique de cette partie du cours. Vous le compléterez à l'aide de votre manuel et éventuellement d'Internet si besoin. Notre prochain cours sur l'Europe de la Révolution industrielle aura lieu lundi 27 avril. Ce sera le dernier cours de ce chapitre.
Je vous demande, pour le préparer, d'étudier les documents et les définitions des pages 108 et 109 et de répondre sur votre cahier aux questions 1 à 6. N'oubliez pas également de compléter le lexique. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite un bon travail, une bonne continuation et à très bientôt.